Au cours des derniers mois de 1945, des centaines d'unités allemandes se sont retrouvées piégées sur des fronts qu'elles ne pouvaient plus tenir. Dans plusieurs secteurs, les généraux au commandement ont pris des décisions qui contredisaient des ordres directs du régime. Éviter les combats inutiles, organiser des retraites et rechercher des capitulations locales. Ces actions ont émergé au milieu d'un effondrement militaire total. Alors que le front s'effondrait, quelques commandants tentèrent de préserver leurs troupes d'une défaite inévitable. La défense rigide n'avait plus de sens, et la prolonger signifiait la mort de milliers de soldats. Chaque décision visant à réduire les pertes provoqua des réactions différentes. Certains alliés acceptèrent des redditions immédiates, d'autres les refusèrent, et le régime nazi répondit par des punitions sévères, des destitutions et des exécutions. Que s'est-il passé avec les commandants qui ont choisi de sauver des vies au lieu d'obéir à des ordres suicidaires? Comment ont-ils été traités par les vainqueurs? Quel destin ont-ils eu après la guerre? Les généraux de 1945, des commandants qui ont cherché à sauver leurs hommes. La dernière phase de la Seconde Guerre mondiale en Europe a radicalement transformé la relation entre les commandants de la Wehrmacht et le régime politique qui les dirigeait. Entre janvier et mai 1945, tandis que le Troisième Reich s'effondrait sous la pression des armées alliées venant de l'Ouest et de l'Est, un groupe de généraux allemands a commencé à prioriser la survie de ses troupes au-dessus des ordres émis depuis Berlin. Cette conduite n'a pas émergé d'une rébellion politique ni de principes humanitaires abstraits, mais d'une formation militaire professionnelle qui valorisait la préservation des forces, l'économie des ressources et la capacité de combat sur les exigences idéologiques d'un régime en déclin. Comprendre qui étaient ces généraux, comment ils ont occupé leur poste de commandement et quel type de mentalité militaire les définissait est essentiel pour expliquer pourquoi ils ont agi différemment de ce que le système politique attendait d'eux. Lorsque 1945 a commencé, la Wehrmacht n'était déjà plus l'armée hautement mobile et disciplinée qui avait envahi la Pologne en 1939 ou la France en 1940. Des années d'usure sur de multiples fronts, des pertes massives d'hommes et d'équipements, un effondrement logistique et une chaîne de commandement de plus en plus politisée avaient profondément transformé sa structure. À cela s'ajoutait la pression constante d'Adolf Hitler, qui depuis 1942 avait pris le contrôle direct sur les décisions opérationnelles et tactiques, rejetant toute forme de retrait ou de manœuvre défensive impliquant de céder du terrain. Pour 1945, cette doctrine de résistance absolue se heurtait frontalement à la réalité du front, où des divisions entières manquaient de munitions, de combustible et de renforts suffisants pour soutenir une ligne défensive de manière prolongée. Les ordres parvenaient d'un bunker à Berlin, où des cartes désuètes montraient des divisions qui n'existaient plus et des capacités opérationnelles qui avaient disparu depuis des mois. Dans ce contexte est apparu un groupe de généraux dont la formation professionnelle les distinguait du noyau le plus politisé du régime. Beaucoup d'entre eux avaient été éduqués dans le Reichswehr d'avant-guerre, l'armée limitée que l'Allemagne maintenait après le traité de Versailles. Cette force réduite avait développé une tradition de professionnalisme technique, d'accent sur la mobilité, de flexibilité tactique et d'économie de force. Le Reichswehr ne pouvait pas rivaliser en taille avec les armées des puissances voisines, de sorte que ses officiers avaient appris à valoriser la qualité plutôt que la quantité, la capacité de manœuvre plutôt que la défense statique et la préservation des unités comme objectif stratégique fondamental. Les officiers formés dans cette école valorisaient la capacité opérationnelle au-dessus des considérations politiques et comprenaient la guerre comme un processus rationnel devant être conduit avec des critères militaires clairs. Bien que la Wehrmacht se soit énormément étendue après l'arrivée du nazisme au pouvoir, incorporant des officiers au profil plus idéologique, beaucoup de ses commandants professionnels ont conservé leur mentalité technique même sous les pressions du régime. Gotthard Heinrizi représentait de manière exemplaire ce profil professionnel. Né en 1886 à Gumbinen, en Prusse orientale, il avait combattu pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'officier d'infanterie et développé une carrière au sein du Reichswehr pendant les années 20 et 30. Sa réputation d'expert en défense s'est consolidée sur le front oriental, où il a démontré une habileté exceptionnelle à organiser des lignes défensives dans des conditions difficiles. Entre 1940 et 1944,
Heinrici avait commandé le 4e armée dans certains des secteurs les plus difficiles du front oriental, faisant face à des offensives soviétiques massives avec des ressources limitées. Sa méthode consistait à identifier les points probables d'attaque ennemie, à concentrer des forces dans ces secteurs critiques et à maintenir des réserves mobiles pour des contre-attaques locales. Heinrici croyait fermement en la défense élastique, une doctrine qui privilégiait la préservation des troupes par des retraits calculés plutôt que le maintien rigide de positions sans valeur stratégique. Cet état d'esprit le différenciait radicalement des commandants qui interprétaient chaque ordre de Hitler comme un mandat sacré qui devait être respecté sans tenir compte de ses conséquences opérationnelles. Au début de 1945, lorsque Heinrici prit le commandement du groupe d'armées Vistule, il se trouva responsable de défendre le dernier obstacle naturel avant Berlin, le fleuve Oder. Sa force nominale comprenait plusieurs divisions, mais en pratique, beaucoup d'entre elles étaient incomplètes, manquaient d'artillerie lourde et étaient composées de soldats épuisés ou insuffisamment entraînés. Certaines divisions n'existaient que sur le papier, ayant été détruites dans des combats antérieurs, mais maintenues dans les registres de l'OKW pour ne pas admettre l'ampleur de l'effondrement. Heinrici comprit dès le début que maintenir une ligne continue sans capacité de manœuvre conduirait inévitablement à l'annihilation totale de ces unités. Son expérience lui permettait de calculer avec précision combien de temps chaque secteur pourrait se maintenir avant l'effondrement et combien de pertes se produiraient dans chaque scénario possible. Les statistiques qu'il recevait quotidiennement de ses commandants de corps confirmaient ce qu'il savait déjà. Les unités opéraient avec un tiers ou moins de leur capacité nominale, les approvisionnements arrivaient de manière irrégulière et le moral était profondément affecté par des années de combats sans répit. Walter Wenck représentait une génération différente au sein du corps des officiers allemands. À peine 44 ans, en 1945, Wenck était l'un des généraux les plus jeunes à occuper un commandement d'armée. Sa carrière avait été fulgurante, propulsée à la fois par sa capacité d'organisation et par son habileté à coordonner des opérations complexes dans des conditions chaotiques. Wenck avait servi comme officier d'état-major pendant la majeure partie de la guerre, ce qui lui avait donné une compréhension profonde de la logistique, du mouvement de grande formation et de la coordination entre différentes armes. Bien qu'il n'avait pas l'expérience de Heinrici dans des combats prolongés, Wenck possédait une mentalité pragmatique qui le poussait à évaluer chaque situation selon des critères de viabilité opérationnelle. Ce n'était pas un idéaliste ni un fanatique, c'était un technicien qui comprenait les limites du possible. Lorsqu'il reçut le commandement de la 12e armée en avril 1945, sa force était principalement composée d'unités nouvellement formées avec des soldats jeunes de 16 ou 17 ans ou des vétérans blessés qui étaient de revenus au service après des récupérations incomplètes. L'armée manquait de chars suffisants, avait des munitions limitées et était confrontée à des ordres contradictoires venant de Berlin qui exigeaient simultanément de défendre contre les Américains à l'ouest et de se préparer à attaquer vers l'est en direction de la capitale. Wenck savait qu'aucun de ces ordres n'avait de sens militaire et que les exécuter conduirait uniquement à la destruction de sa force sans impact stratégique quelconque. Theodor Buss commandait le 9e armée, positionnée sur le front de l'Oder face aux forces soviétiques qui se préparaient pour l'offensive finale vers Berlin. Buss avait servi pendant des années comme officier d'état-major, ce qui lui avait donné une compréhension technique approfondie de la logistique, de la coordination entre unités et de la planification opérationnelle. Son style de commandement était méthodique, basé sur une analyse détaillée de la capacité réelle de ses forces, plutôt que sur des appels rhétoriques ou politiques. Au début de 1945, le 9e armée était déployée sur des positions défensives qui devaient contenir une attaque soviétique massive avec des ressources clairement insuffisantes. Buss comprenait que son armée ne pourrait pas tenir la ligne indéfiniment, mais les ordres de l'OKW lui interdisaient toute forme de repli anticipé. Les directives de Berlin insistaient sur le fait que chaque position devait être défendue jusqu'au dernier homme, sans tenir compte que cette politique garantissait la perte de toute la force sans possibilité de réorganisation ultérieure. Buss avait vu cette dynamique se répéter dans d'autres secteurs du front oriental,
où des divisions entières avaient été sacrifiées sur des positions insoutenables pendant que des réserves mobiles qui auraient pu les sauver restaient immobilisées par des ordres politiques. Son expérience lui disait qu'il était témoin non pas d'une campagne militaire, mais d'un effondrement administratif déguisé en résistance héroïque. Hasso von Manteuffel était connu comme l'un des commandants de forces blindées les plus compétents de la Wehrmacht. Son parcours incluait une participation à des opérations clés sur le front oriental et occidental, où il avait démontré sa capacité à prendre des décisions rapides et à adapter ses forces à des conditions changeantes. Manteuffel avait commandé des divisions Panzer durant l'offensive des Ardennes en décembre 1944, où sa gestion tactique avait été supérieure à celle des autres commandants impliqués dans l'opération. Il n'était pas un opposant politique du régime, mais avait entretenu de multiples affrontements verbaux avec Hitler en raison de différences concernant la viabilité de certaines opérations. Sa mentalité correspondait à celle du tacticien professionnel qui priorisait des résultats mesurables au-dessus de considérations idéologiques. En 1945, Manteuffel commandait le 3e armée Panzer, une force qui sur le papier incluait des divisions blindées, mais qui en réalité comptait des véhicules obsolètes, un manque de carburant et des équipages incomplets. Beaucoup de ces chars étaient immobilisés faute de carburant ou de pièces de rechange, et les équipages expérimentés avaient été remplacés par du personnel ayant un minimum de formation. Sa situation était représentative de l'état général des forces blindées allemandes à la fin de la guerre. Des noms impressionnants dans des documents officiels qui cachaient des unités détruites incapables d'opérations soutenues. Erhard Rauss apportait une perspective technique particulièrement précieuse. Officier d'origine austro-hongroise, Rauss avait développé une réputation d'expert en opérations défensives et en manœuvres retardatrices. Son approche était systématique, fondée sur une analyse détaillée du terrain, de la capacité des troupes et des ressources disponibles. Rauss avait commandé des armées et des groupes d'armées sur le front oriental entre 1943 et 1945, faisant face à plusieurs reprises à des offensives soviétiques qui surpassaient en proportion 10-1 en hommes et en matériel. Son méthode consistait à identifier des lignes défensives naturelles, à établir des positions échelonnées et à conduire des retraits contrôlés qui préservaient le noyau de ses forces pour des combats ultérieurs. Rauss avait documenté méticuleusement ses expériences militaires, produisant des rapports détaillés sur chaque opération qu'il commandait, ce qui avait ensuite permis de reconstruire avec précision comment fonctionnaient les décisions opérationnelles au niveau du commandement intermédiaire. Au début de 1945, il commandait des forces dans des secteurs du front oriental où la supériorité soviétique en hommes, en blindés et en artillerie rendant impossible toute forme de défense statique prolongée. Rauss savait que sa seule option viable était de mettre en œuvre des défenses mobiles qui retarderaient l'avancée ennemie sans sacrifier ses unités dans des combats sans issue. Otto Lach occupait une position unique en tant que commandant de la forteresse de Königsberg. Lach n'avait pas une réputation particulièrement remarquable au sein de la hiérarchie militaire allemande avant 1945, mais son poste le plaçait dans une situation où il devait défendre une ville entourée par des forces soviétiques supérieures sans aucune possibilité de renfort ou d'évacuation. La déclaration de Königsberg, en tant que forteresse par Hitler, signifiait que la ville devait résister jusqu'au dernier homme, peu importe les conditions. Cette désignation n'avait aucun fondement militaire réel, c'était une décision politique conçue pour projeter une détermination face à l'effondrement. Lach commandait une garnison mixte composée d'unités régulières de la Wehrmacht, de personnel de soutien, de Volkssturm et de restes d'unités qui avaient été contraintes de se replier vers la ville. Les ressources étaient limitées, les hôpitaux étaient saturés et la population civile était piégée à l'intérieur du périmètre défensif. Lach comprenait depuis le début que cet ordre n'avait pas de base militaire rationnelle et que son exécution conduirait à la fois à la mort de sa garnison et de dizaines de milliers de civils piégés à l'intérieur des murs. Karl Wolff représentait un profil complètement distinct au sein de ce groupe. Membre des SS et non de la Wehrmacht, Wolff occupait des positions administratives et de commandement en Italie durant la phase finale de la guerre. Bien que son passé ait été profondément marqué par sa participation à des structures criminelles du régime, en 1945,
il s'est impliqué dans des négociations secrètes avec des représentants américains pour accélérer la reddition des forces allemandes dans le nord de l'Italie. Son inclusion sur cette liste ne relève pas de ses compétences militaires professionnelles, mais du fait que ses actions finales visaient à réduire les pertes dans un secteur où la résistance prolongée manquait de sens stratégique. Wolf n'était pas un général technique comme Heinrizi ou Rauss, mais il partageait avec eux la compréhension que la guerre était perdue et que prolonger les combats sans objectif clair n'aurait pour effet que de multiplier le nombre de morts. Tous ces généraux partageaient des éléments communs qui expliquent pourquoi, à différents moments de 1945, ils ont agi de manière contraire aux ordres du régime. Tout d'abord, leur formation militaire les avait éduqués au principe d'économie de force, où la préservation de la capacité combattante était un objectif stratégique essentiel. Deuxièmement, ils occupaient des positions de commandement où le fossé entre les ordres reçus de Berlin et la réalité opérationnelle du front était impossible à ignorer. Troisièmement, aucun d'entre eux ne croyait que la résistance absolue puisse changer le cours de la guerre, ce qui les différenciait des commandants plus politisés qui continuaient à défendre la possibilité d'une victoire finale, ou au moins d'une paix négociée favorable. Leur expérience leur permettait de calculer avec précision ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Et cette clarté d'esprit est devenue incompatible avec la rhétorique du régime. La situation militaire de ces généraux, au début de 1945, était uniformément critique. Tous commandaient des forces numériquement inférieures à celles de l'ennemi, manquaient de ressources logistiques suffisantes et opéraient sous une chaîne de commandement qui rejetait toute évaluation réaliste de la situation. Les divisions sous leur contrôle étaient fréquemment incomplètes, avec des effectifs atteignant à peine un tiers de leur capacité nominale. L'artillerie disposait de munitions limitées, les blindés manquaient de carburant, et la supériorité aérienne ennemie rendait impossible tout mouvement significatif durant la journée. Dans ce contexte, les doctrines de résistance absolue ordonnées par Hitler n'étaient pas seulement irréalisables, mais garantissaient la destruction complète des forces impliquées sans atteindre aucun objectif stratégique pertinent. Comprendre ces profils permet d'établir que les actions ultérieures de ces généraux ne découlaient pas d'une rébellion idéologique ni d'une opposition politique au régime, mais de l'application de critères professionnels développés au cours de décennies de formation militaire. Décision sur le front. Comment ils ont tenté d'éviter le massacre? Les dernières semaines de la guerre en Europe ont produit une série de décisions militaires qui contrastent radicalement avec la doctrine officielle du régime. Alors que Berlin ordonnait une résistance absolue à chaque position, plusieurs commandants allemands ont mis en œuvre des manœuvres spécifiquement destinées à réduire les pertes parmi leurs troupes et, dans certains cas, parmi la population civile piégée dans des zones de combat. Ces actions n'étaient pas des gestes symboliques ni des actes de rébellion politique. Ce furent des opérations concrètes qui ont modifié le déroulement de combats spécifiques et déterminé le destin immédiat de milliers de personnes. Ce chapitre examine exclusivement ce que ces commandants ont fait sur le terrain pour tenter de préserver des vies pendant l'effondrement final du Troisième Reich. L'une des premières mesures significatives mises en œuvre en 1945 fut le retrait échelonné ordonné par Heinrizi sur le front de l'Oder. Lorsqu'il prit le commandement du groupe d'armées Vistule en mars, Heinrizi identifia que les positions défensives allemandes étaient trop proches de la rive du fleuve, ce qui les rendait extrêmement vulnérables aux bombardements de préparation soviétiques. Il savait que l'armée rouge initierait son offensive par une attaque massive d'artillerie conçue pour détruire les défenses allemandes avant que l'infanterie et les blindés avancent. Au lieu de maintenir ses troupes sur la première ligne comme l'exigeaient les directives de Locke-Duablo, Heinrizi organisa un retrait tactique nocturne. Les unités se retirèrent plusieurs kilomètres vers des positions secondaires préalablement préparées, laissant seulement de petits détachements d'observation sur la ligne frontale. Lorsque le bombardement soviétique commença dans la matinée du 16e avril, la plupart des troupes allemandes n'étaient déjà plus dans les positions que l'artillerie soviétique était en train de détruire. Cette manœuvre réduisit significativement les pertes causées par le feu de préparation et permit aux divisions allemandes de maintenir leur capacité de combat pour la phase défensive ultérieure. Le repli ne changea pas l'offensive soviétique, mais en modifia la synchronisation. Les forces de l'armée rouge
avancèrent initialement contre des positions vides, ce qui créa une confusion opérationnelle concernant la localisation réelle des défenses allemandes. Quand ils établirent finalement un contact avec les lignes défensives secondaires, les unités allemandes étaient intactes et organisées, au lieu d'être désorganisées et décimées par le bombardement. Bien que la supériorité soviétique brisa finalement les défenses, le temps gagné et les pertes évitées permirent à des secteurs entiers du front de se retirer de manière plus ordonnée dans les jours suivants. Alors qu'Heinrizi mettait en œuvre des défenses élastiques sur l'Oder, Wenck faisait face à une situation opérationnelle complètement différente avec la 12e armée. Après avoir reçu des ordres contradictoires d'attaquer simultanément vers l'Est et de défendre contre l'Ouest, Wenck prit une décision qui contredisait les deux directives. Il concentra ses forces pour ouvrir un couloir vers la 9e armée assiégée. La 9e armée de Busse avait été piégée dans un encerclement massif au sud-est de Berlin après l'effondrement du front de l'Oder. Les unités étaient désorganisées, sans fourniture et sous attaque constante de forces soviétiques qui fermaient systématiquement l'anneau. Wenck comprit que toute tentative d'attaquer Berlin serait vaine, mais que diriger son armée vers l'Est pour établir un contact avec les forces assiégées pourrait sauver des milliers de vies. L'opération vers Halbe a commencé à la fin du mois d'avril. Le 12e armée a avancé vers l'Est dans un mouvement coordonné visant à établir un corridor temporaire à travers les lignes soviétiques. L'avancée a été lente et coûteuse, faisant face à une résistance constante, mais a réussi à ouvrir une brèche étroite qui a permis le contact avec des éléments du 9e armée. Pendant plusieurs jours, ce corridor a fonctionné comme une route d'évasion pour des soldats, des civils et des blessés qui tentaient d'atteindre les lignes occidentales. Les unités de Wenck ont établi des points de concentration où elles organisaient des colonnes d'évacuation, fournissaient des premiers secours et coordonnaient des mouvements nocturnes pour éviter l'observation aérienne soviétique. Le corridor n'a jamais été complètement sûr et a été sous le feu constant, mais a permis à des dizaines de milliers de personnes d'échapper à un siège qui autrement aurait abouti à une capture ou à la mort. À l'intérieur de l'encerclement, Busse a mis en œuvre ses propres mesures pour maximiser les chances de survie. Au lieu de maintenir une défense statique en attendant des renforts qui n'arriveraient jamais, il a réorganisé ses forces en groupes de combat mobiles orientés spécifiquement vers la rupture de l'encerclement. Chaque groupe comprenait de l'infanterie, quelques véhicules blindés restants et des équipements de soutien, avec pour ordre d'avancer vers l'ouest en profitant de la couverture de la forêt. Busse savait que seule une fraction réussirait à traverser les lignes soviétiques, mais essayer de maintenir une position défensive unifiée garantirait la destruction totale sans possibilité d'évasion. La décision de disperser l'armée en colonnes indépendantes a augmenté les chances que certaines unités atteignent la sécurité. Les combats dans la forêt de Halbe ont été chaotiques et extrêmement violents, mais l'approche adoptée par Busse a permis à des groupes significatifs de rompre l'encerclement et d'atteindre les positions de Wenck. Dans d'autres secteurs du front, des commandants ont mis en œuvre des mesures similaires adaptées à leurs circonstances particulières. Manteuffel, à la tête de la 3e armée blindée, a rejeté à plusieurs reprises des ordres de lancer des contre-attaques avec ses unités blindées restantes. Chaque fois qu'il recevait des directives pour exécuter des offensives locales, il évaluait la situation opérationnelle et déterminait si l'attaque avait de réelles chances de succès. À de multiples reprises, Manteuffel a retardé ou ignoré ses ordres, faisant valoir des problèmes logistiques ou des difficultés de coordination. Cette tactique d'obstruction passive a empêché que ces dernières unités blindées soient détruites lors d'opérations sans objectif stratégique clair. Au lieu de sacrifier ses forces dans des attaques inutiles, Manteuffel les a maintenues en position défensive où elles pouvaient couvrir des retraites ou protéger des mouvements de troupes vers l'ouest. Rauss a mis en place dans ces secteurs une série de retraits échelonnés qui suivaient des principes similaires à ceux de Heinrizi. Lorsqu'il identifiait qu'une position était sur le point d'être encerclée par des forces soviétiques supérieures, il ordonnait des replis nocturnes vers des lignes défensives préparées au préalable. Ces manœuvres nécessitaient une coordination précise et de la discipline, car se retirer sous la pression ennemie comportait toujours un risque de désorganisation. Rauss a établi des procédures strictes. Les unités se retirèrent par phase avec des groupes de soutien couvrant le mouvement principal,
des points de rassemblement désignés et des itinéraires d'évasion alternatifs au cas où le principal serait coupé. Bien qu'ils ne puissent pas arrêter l'avancée soviétique, ces retraits contrôlés ont évité que des divisions entières ne soient piégées dans des poches qui auraient entraîné leur anéantissement. La situation à Königsberg a représenté un type différent de décision. Lach commandait une garnison piégée dans une ville assiégée, sans possibilité d'évacuation et sous un intense siège. Pendant des semaines, les forces soviétiques ont systématiquement bombardé les défenses, détruisant des bâtiments, des infrastructures et des positions défensives. La garnison allemande a d'abord résisté, mais au fil des jours, la situation humanitaire à l'intérieur de la ville se détériorait de manière dramatique. Les hôpitaux étaient saturés, les stocks de nourriture et d'eau s'épuisant, et la population civile subissait des pertes croissantes à cause des bombardements. Lach a évalué que continuer la résistance prolongerait seulement la souffrance sans altérer le résultat final. En avril, il ordonna la reddition de la forteresse. Cette décision a immédiatement mis fin aux combats urbains, évité la destruction complète de la ville et permis aux blessés de recevoir des soins médicaux. Bien que la reddition n'ait pas évité les conséquences ultérieures de l'occupation soviétique, elle a éliminé les pertes qui auraient résulté de combats prolongés rue par rue. En Italie, les négociations menées indirectement par l'intermédiaire de Wolfe ont permis à des secteurs entiers du front de cesser de combattre avant la reddition générale allemande. Bien que Wolfe ne commandait pas directement des forces de combat, sa position administrative lui a permis de faciliter les contacts entre les commandants de terrain et les représentants alliés. Ces communications ont finalement conduit à des capitulations locales qui ont évité des combats dans des zones montagneuses où la résistance aurait pu se prolonger pendant des semaines. Les unités allemandes dans le nord de l'Italie ont commencé à se démobiliser progressivement, rendant des positions sans résistance et permettant aux forces alliées d'avancer sans affrontement significatif. Cette transition a réduit les pertes tant allemandes qu'alliées dans un secteur où la géographie favorisait la défense et où des combats prolongés auraient été particulièrement coûteux. En plus de ces opérations majeures, de nombreux commandants de niveau intermédiaire ont pris des décisions similaires à une échelle plus petite. Des commandants de division et de régiments ont ordonné des retraits non autorisés lorsqu'ils identifiaient que leur position était sur le point d'être entourée. Des officiers ont ignoré des ordres de défendre des villages ou des carrefours sans valeur tactique, permettant à leurs unités de se retirer avant d'être isolées. Dans certains cas, des commandants ont établi des contacts informels avec des forces ennemies pour convenir de pauses temporaires permettant d'évacuer les blessés ou les civils. Ces actions n'apparaissent ni dans des ordres formels, ni dans des documents officiels, mais des témoignages ultérieurs confirment qu'elles ont eu lieu à plusieurs reprises durant les dernières semaines de la guerre. L'impact immédiat de ces décisions variait selon le secteur et la situation spécifique. Dans certains cas, comme le couloir de Halbe, les opérations ont réussi à sauver des dizaines de milliers de vies par des actions coordonnées qui ont nécessité des combats intenses. Dans d'autres cas, comme les retraits échelonnés de Heinrici ou de Rauss, les mesures ont évité des destructions massives par des manœuvres qui ont préservé la cohésion des unités. Dans des situations comme celle de Königsberg, la décision de se rendre sur une position intenable a immédiatement stoppé des combats qui auraient causé des milliers de pertes supplémentaires sans altérer le résultat stratégique. Ces actions montrent que, même dans le contexte de l'effondrement final du Troisième Reich, certains commandants ont maintenu la capacité de prendre des décisions opérationnelles basées sur des évaluations rationnelles de la situation. Ils n'agissaient pas motivés par des idéaux humanitaires abstraits, mais par une compréhension professionnelle que sacrifier des forces dans des positions insoutenables n'avait pas de sens militaire. La préservation des troupes, l'économie des forces et la capacité de manœuvre étaient des principes fondamentaux de leur formation. Et ces principes sont entrés en conflit direct avec la politique de résistance totale ordonnée depuis Berlin. Les décisions prises sur le front pendant ces derniers jours reflètent la tension entre la doctrine militaire professionnelle et les exigences politiques irrationnelles, une tension qui a été résolue de différentes manières selon le commandant, le secteur et les circonstances spécifiques de chaque situation. L'ennemi répond « rendition et contact au cours des derniers jours ». Les décisions des commandants allemands pour réduire les pertes au cours des dernières semaines de la guerre
ne pouvait avoir d'effet que si les Alliés étaient disposés à accepter des renditions, à permettre des évacuations ou à s'abstenir d'attaquer des colonnes en retraite. La réponse de l'ennemi à ces tentatives a varié de manière spectaculaire en fonction du secteur, du moment et des priorités stratégiques de chaque puissance alliée. Ce chapitre examine exclusivement comment les Américains, les Britanniques et les Soviétiques ont réagi aux contacts, aux renditions et aux mouvements allemands visant à préserver des vies, et comment ces réactions ont déterminé le destin immédiat de milliers de soldats et de civils. La différence fondamentale entre le front occidental et le front oriental résidait dans la nature de la guerre que chaque camp avait vécue. Pour les Américains et les Britanniques, la campagne en Europe occidentale avait été relativement brève, caractérisée par des combats intenses mais limités dans le temps. Les atrocités commises par les forces allemandes en France, en Belgique et aux Pays-Bas étaient connues, mais elles n'avaient pas atteint l'échelle systématique de destruction observée à l'Est. Pour les Soviétiques, en revanche, la guerre avait été une expérience d'annihilation qui avait coûté des millions de vies civiles et militaires, détruit des villes entières et dévasté des régions complètes de l'Union soviétique. Cette différence historique a profondément façonné l'attitude de chaque camp envers toute forme de contact avec les forces allemandes en retraite. Sur le front occidental, les forces américaines avaient établi des procédures claires pour gérer les redditions massives. En avril 1945, des milliers de soldats allemands se rendaient quotidiennement dans différents secteurs. Les commandants américains avaient développé une attitude pragmatique, accepter les redditions, accélérer l'effondrement de la résistance allemande, réduisait les pertes américaines et permettait d'avancer plus rapidement vers l'intérieur de l'Allemagne. Lorsque des éléments de la 12e armée commencèrent à se déplacer vers l'ouest, après avoir ouvert le corridor de Halbe, les forces américaines permirent à des groupes organisés de traverser leurs lignes à condition de rendre leurs armes et d'accepter de devenir des prisonniers. Cette politique facilita la fuite de dizaines de milliers de soldats et de civils échappant à l'encerclement soviétique pour se rendre aux forces occidentales. L'attitude américaine répondait à des considérations tant humanitaires que stratégiques. Les rapports de renseignement confirmaient que des soldats allemands préféraient massivement se rendre à des forces occidentales plutôt qu'à des soviétiques, et tirer parti de cette préférence accélérait la fin de la résistance. De plus, le commandement américain comprenait que rejeter les redditions prolongerait des combats inutiles et augmenterait les pertes propres. Dans des secteurs où des unités allemandes se retiraient sans combattre, les forces américaines optaient fréquemment pour les laisser passer plutôt que de les poursuivre, surtout si la poursuite impliquait d'entrer sur un terrain difficile ou de risquer des pertes pour des objectifs de valeur limitée. Cette flexibilité opérationnelle a permis à de nombreuses unités allemandes de se désintégrer paisiblement plutôt que de combattre jusqu'à la destruction. Les forces britanniques ont adopté une posture similaire dans le nord de l'Allemagne. Lorsque des unités allemandes établissaient un contact pour négocier des redditions locales, les commandants britanniques acceptaient généralement si les conditions étaient raisonnables et ne compromettaient pas la sécurité de leurs propres troupes. Dans plusieurs cas documentés, des officiers britanniques ont permis à des unités allemandes de se retirer de positions isolées sans combattre, évitant ainsi des affrontements qui auraient causé des pertes des deux côtés sans altérer le résultat final de la guerre. La politique britannique prônait de terminer la guerre rapidement avec le moindre coût possible, ce qui coïncidait fréquemment avec l'intention allemande d'éviter des combats finaux inutiles. En Italie, la réponse américaine aux négociations indirectes a été positive, bien que prudente. Les contacts facilités par des intermédiaires ont été vus comme une opportunité d'accélérer l'effondrement allemand dans un secteur montagneux où la résistance aurait pu se prolonger pendant des semaines. Les commandants américains sur le théâtre italien ont progressivement accepté des propositions de capitulation locale qui ont permis d'occuper des positions sans combat. Cette coopération a réduit significativement les pertes finales des deux côtés et a permis à la guerre en Italie de se terminer des jours avant la capitulation générale allemande. L'attitude soviétique contrastait radicalement avec l'attitude occidentale. L'armée rouge opérait sous des directives qui privilégiaient l'avancée continue et rejetait toute négociation qui pourrait être interprétée comme une faiblesse ou qui permettrait aux forces allemandes de se réorganiser. Des documents soviétiques de mars et avril 1945
montrent que le Stavka ordonnait de maintenir une pression constante, de rejeter les propositions d'armistice local et de traiter tout contact allemand avec une profonde méfiance. Cette politique reflétait à la fois l'expérience soviétique de la guerre totale et des considérations politiques concernant le contrôle du territoire allemand dans l'après-guerre. Lorsque Heinrici a replié ses forces avant le bombardement préparatoire soviétique sur l'Oder, la réaction du commandement soviétique fut d'intensifier l'attaque une fois qu'ils avaient identifié les nouvelles positions défensives. Il n'y eut aucune considération pour réduire l'intensité du bombardement ou modifier le plan d'attaque. La tactique allemande fut simplement perçue comme une manœuvre nécessitant des ajustements opérationnels. Les forces soviétiques continuèrent à faire pression jusqu'à briser les défenses allemandes, sans permettre de pause qui pourrait donner aux Allemands le temps de se réorganiser. Dans le secteur de Halbe, la réponse soviétique à la tentative de rupture a été particulièrement sévère. Lorsqu'ils ont identifié que des forces allemandes tentèrent de s'échapper de l'encerclement vers l'ouest, les unités soviétiques ont intensifié leurs attaques pour fermer le couloir. Artillerie, infanterie et blindés ont été concentrés spécifiquement pour empêcher que des soldats allemands n'atteignent les lignes américaines. Pour le commandement soviétique, permettre à des dizaines de milliers de soldats allemands de traverser vers le secteur occidental représentait non seulement une menace militaire potentielle, mais aussi une perte politique significative. L'Union soviétique cherchait à maximiser le nombre de prisonniers allemands capturés par ses propres forces, tant pour des raisons de sécurité que pour des considérations sur les réparations d'après-guerre et la main-d'œuvre. Cette politique a conduit à des combats extrêmement violents dans la forêt de Halbe, où des colonnes allemandes ont été attaquées à plusieurs reprises en tentant de traverser les lignes soviétiques. L'interprétation soviétique des manœuvres allemandes était conditionnée par des années d'expérience avec des tactiques de tromperie. Entre 1941 et 1944, les forces allemandes avaient utilisé des signaux de retrait ou de négociation comme partie de manœuvres tactiques destinées à gagner du temps, réorganiser les défenses ou préparer des embuscades. Cette histoire alimentait la méfiance soviétique envers toute action allemande qui pouvait être interprétée comme une tentative de réduire les combats. Même des retraits genuins destinés à éviter des encerclements étaient vus comme de possibles préparatifs pour de nouvelles positions défensives. Les rapports de renseignement soviétiques décrivaient des mouvements allemands vers l'ouest comme des tentatives d'établir des lignes de résistance supplémentaires et non comme des efforts pour s'échapper et se rendre. Dans les villes déclarées forteresses comme Königsberg, la réponse soviétique aux capitulations était d'accepter la reddition mais d'imposer des conditions extrêmement sévères. Lorsque Lach a capitulé, les forces soviétiques ont immédiatement occupé toutes les positions, ont désarmé complètement la garnison et ont établi un contrôle militaire total sur la population civile. Bien que la reddition ait arrêté les combats, elle n'a pas significativement modifié le traitement ultérieur des prisonniers et des civils. La politique soviétique ne faisait pas de distinction entre les capitulations précoces destinées à sauver des vies et les résistances prolongées. Dans les deux cas, les prisonniers étaient traités comme des ennemis vaincus, soumis à des internements prolongés. Les différences entre les fronts se sont également manifestées dans le traitement immédiat des prisonniers. Les soldats allemands capturés par des Américains ou des Britanniques étaient généralement traités rapidement, transférés dans des camps de prisonniers avec des conditions de base garanties et traités conformément aux conventions de Genève. Bien que les conditions n'étaient pas confortables et qu'il y ait eu des cas de mauvais traitement, le système occidental établissait des procédures claires pour la gestion des prisonniers. Les soldats capturés par les forces soviétiques faisaient face à une réalité radicalement différente. Internement prolongé, transfert dans des camps sur le territoire soviétique, utilisation comme main-d'œuvre et conditions extrêmement dures qui ont entraîné des taux de mortalité élevés pendant les premières années de captivité. Cette différence dans le traitement attendu explique pourquoi tant d'unités allemandes se sont efforcées désespérément d'atteindre les lignes occidentales durant les dernières semaines de la guerre. Il ne s'agissait pas simplement d'une question de se rendre, mais de se rendre à un ennemi qui offrait des perspectives de survie significativement meilleures. La réponse alliée à ces mouvements a directement déterminé combien de soldats ont réussi à échapper à l'avancée soviétique et combien ont été capturés sur le front oriental. L'impact de ces différentes attitudes alliées a été massif.
sur le front occidental, la disposition des États-Unis et de la Grande-Bretagne à accepter les redditions a permis à des centaines de milliers de soldats allemands de se rendre paisiblement, réduisant ainsi tant les pertes allemandes qu'alliées. Sur le front oriental, la politique soviétique d'avancée continue et de rejet des négociations locales a entraîné des combats prolongés qui ont causé des dizaines de milliers de morts supplémentaires dans les dernières semaines de la guerre. Les actions des commandants allemands pour sauver leurs troupes n'ont eu du succès que lorsqu'elles se dirigeaient vers des secteurs où l'ennemi était prêt à accepter des redditions. Là où l'ennemi a maintenu une pression sans concession, même les efforts les plus organisés ont entraîné des pertes massives. Le régime punit la réaction nazie contre ses propres chefs. Alors que le front s'effondrait et que plusieurs généraux tentaient de préserver ce qui restait de leurs forces, le régime nazi intensifiait dramatiquement les mécanismes de contrôle interne destinés à punir toute déviation de la politique officielle de résistance absolue. Pour Adolf Hitler et le cercle le plus proche du leadership nazi, la défaite militaire n'était pas le résultat d'une supériorité ennemie ou d'un manque de ressources, mais de trahisons internes et de faiblesse de caractère. Cette interprétation entraîna une escalade de la répression contre les officiers qui priorisaient la survie de leurs troupes sur l'obéissance aveugle à des ordres irréalisables. Ce chapitre examine exclusivement comment le régime nazi a puni ses propres commandants durant les dernières semaines de la guerre, utilisant des exécutions, des arrestations, des destitutions et un terreur systématique pour maintenir la discipline dans une armée qui se désintégrait. Le contexte politique interne du Troisième Reich en 1945 était caractérisé par une extrême paranoïa et un effondrement institutionnel. Hitler avait survécu à l'attentat du 20 juillet 1944, ce qui avait renforcé sa méfiance envers le corps des officiers de la Wehrmacht. Bien que la conspiration n'ait impliqué qu'une fraction relativement petite d'officiers, le régime interprétait l'événement comme une preuve de trahison généralisée au sein de l'armée. Cette perception a conduit à des purges étendues durant le second semestre de 1944 et au début de 1945, où des centaines d'officiers furent arrêtés, exécutés ou forcés de se retirer sous soupçon de déloyauté. En 1945, le leadership nazi avait établi un système où toute décision militaire contredisant des ordres directs pouvait être interprétée comme un sabotage politique. Les mécanismes de punition interne reposaient sur plusieurs institutions qui opéraient de manière superposée. La Gestapo surveillait les officiers de haut rang, interceptant les communications et plaçant des informateurs au sein des états-majors. Les SS avaient l'autorité d'intervenir dans les affaires militaires lorsqu'ils identifiaient des comportements jugés politiquement suspects. La Feldgendarmerie, police militaire connue pour ses insignes en métal au cou, patrouillait les zones arrières à la recherche de déserteurs, mais avait également l'autorité d'arrêter des officiers exécutant des retraits non autorisés. Enfin, les tribunaux volants établis formellement en 1945 permettaient des jugements sommaires sur le front avec la capacité d'exécuter des sentences immédiatement. Un des cas les plus documentés de punition pour avoir tenté de sauver des troupes était celui d'Otto Lach. Après la reddition de Königsberg le 9 avril 1945, Hitler le condamna à mort par contumace pour lâcheté et trahison. La sentence comprenait des dispositions spécifiques contre sa famille. Ses proches furent arrêtés et envoyés dans des camps de internement comme punition collective. Cette pratique de Sippenhaft, responsabilité familiale, était particulièrement efficace comme mécanisme de terreur car elle menaçait non seulement l'officier mais aussi ses proches. Le régime publia la sentence contre Lach dans des bulletins internes distribués à tous les commandants de forteresse avec le message explicite que toute reddition non autorisée entraînerait des conséquences similaires. L'intention n'était pas uniquement de punir Lach, mais de créer un exemple qui dissuaderait d'autres commandants de considérer des capitulations similaires. L'affaire Heinrici illustre un autre type de punition, la destitution fulgurante à un moment critique. Lorsque Heinrici a mis en œuvre son retrait tactique sur l'Oder et a ensuite résisté aux ordres de lancer des contre-attaques suicidaires pour soulager Berlin, le régime l'a considéré comme peu fiable. Le 28 avril, à peine 2 jours avant le début de la bataille finale pour Berlin, Heinrici a été relevé de son commandement du groupe d'armée Vistule.
Sa destitution a eu lieu au moment le plus critique de la défense de la capitale, lorsque son expérience et sa connaissance du terrain étaient les plus nécessaires. La révocation ne reposait pas sur un échec militaire, mais sur son refus d'exécuter des ordres qu'il considérait comme militairement absurdes. Le régime préférait placer un commandant moins compétent, mais plus obéissant, plutôt que de tolérer une autonomie opérationnelle basée sur un jugement professionnel. La destitution de Heinrizi a été accompagnée de menaces voilées. Des officiers de liaison des SS l'ont informé que son comportement était évalué et qu'il ferait face à des enquêtes ultérieures. Bien que Heinrizi n'ait pas été arrêté immédiatement, la menace implicite était claire. Toute action supplémentaire interprétée comme de la désobéissance pourrait entraîner des conséquences plus sévères. Cette tactique de menace sans exécution immédiate était courante au cours des dernières semaines du Reich, lorsque même l'appareil répressif était partiellement désorganisé, mais maintenait suffisamment de capacité pour instiller la peur. Les tribunaux volants représentaient la manifestation la plus extrême de la punition immédiate. Ces tribunaux, généralement composés de 3 officiers ayant le pouvoir de rendre des jugements sans appel, pouvaient convoquer des procès en quelques heures. Les accusés n'avaient pas droit à une défense formelle et les sentences étaient fréquemment exécutées le jour même. Au cours de mars et avril 1945, ces tribunaux ont opéré dans des secteurs critiques du front où le régime identifiait des problèmes de discipline ou des signes d'effondrement. De nombreux commandants de niveau intermédiaire ont été exécutés pour avoir ordonné des retraits non autorisés, pour avoir permis à leurs unités de se retirer sous la pression ennemie ou simplement pour avoir exprimé des doutes sur la possibilité de respecter les ordres reçus. En Poméranie et en Silésie, les tribunaux d'exception ont exécuté des commandants de régiments et de bataillons qui avaient ordonné l'évacuation de positions assiégées. Dans plusieurs cas documentés, des officiers ont été fusillés pour avoir décidé d'évacuer des civils de zones de combat au lieu de maintenir toutes les forces en position défensive. Le régime ne faisait pas de distinction entre les décisions humanitaires et militaires. Toute action détournant des ressources de la résistance absolue était considérée comme de la trahison. Les corps des exécutés étaient fréquemment laissés exposés avec des affiches identifiant leurs prétendus crimes, servant d'avertissement à d'autres officiers. La Feldgendarmerie a joué un rôle central dans le maintien de la discipline par la terreur dans les zones de retrait. Ces patrouilles arrêtaient des soldats en retraite, vérifiaient les ordres de mouvement et exécutaient sommairement ceux qui ne pouvaient pas prouver leur autorisation d'être en dehors de leurs unités. Cette politique affectait non seulement les soldats du rang, mais aussi les officiers. Les commandants qui dirigeaient des retraites organisées pouvaient être arrêtés par les patrouilles de Feldgendarmerie et contraints de justifier leur mouvement. Si la justification n'était pas jugée satisfaisante, l'officier pouvait être arrêté sur le champ et transféré pour un jugement immédiat. Dans certains secteurs, notamment pendant l'effondrement du front de l'Oder, la Feldgendarmerie a établi des points de contrôle où tous les officiers en retraite étaient interrogés, créant un climat où organiser des replis rationnels devenait extrêmement risqué. Les SS maintenaient leur propre système de surveillance et de punition, particulièrement dans les secteurs où des unités des Waffen-SS combattaient aux côtés de la Wehrmacht. Des officiers de liaison des SS rapportaient directement au commandement supérieur tout comportement jugé politiquement suspect. Dans plusieurs cas, des commandants de la Wehrmacht ont été arrêtés par des officiers des SS sous accusation de sabotage ou de défaitisme. Ces détentions se produisaient sans procès formel, et les accusés pouvaient être transférés dans des installations des SS où ils faisaient face à des interrogatoires intensifs. L'objectif n'était pas toujours d'exécuter l'accusé, mais d'intimider l'ensemble de la structure de commandement et de renforcer l'autorité politique sur les décisions militaires. Pendant la bataille de Berlin, des éléments des SS ont exécuté des officiers qui ont tenté d'organiser des redditions locales ou qui ont exprimé l'opinion que continuer la résistance n'avait aucun sens. Dans le secteur de Halbe, où des unités tentèrent de rompre l'encerclement soviétique, des rapports ultérieurs ont indiqué que des officiers des SS ont tiré sur des commandants qui ont proposé de livrer des positions pour faciliter l'évacuation des blessés. Ces exécutions sommaires ne suivaient aucune procédure légale, même pas les procédures accélérées des tribunaux d'exception. Elles étaient des actes de terreur destinés à maintenir la combativité par la peur. Le régime a également utilisé une propagande interne pour punir moralement des officiers considérés comme des traîtres.
Lorsqu'un commandant était accusé de lâcheté ou de sabotage, son nom et les prétendus crimes étaient distribués dans des bulletins internes, lus aux troupes. Ces documents décrivaient en détail les accusations et les peines imposées, servant d'avertissement à d'autres officiers. Dans le cas de Lâche, le bulletin annonçant sa condamnation à mort a été spécifiquement distribué à tous les commandants des forts restants, avec des instructions de le lire publiquement à leurs états-majors. Le message était clair. Se rendre pour sauver des vies serait considéré comme une trahison et puni de mort et de déshonneur familial. La répression ne se limitait pas aux généraux ou aux commandants supérieurs. Des officiers d'état-major qui préparaient des plans de retrait pouvaient être accusés de défaitisme. Des commandants de division qui exprimaient des doutes sur la viabilité des ordres reçus pouvaient faire face à des enquêtes. Même des officiers logistiques, qui informaient honnêtement sur le manque de fournitures, pouvaient être accusés de saper le moral des troupes. Le régime avait créé un environnement où dire la vérité sur la situation militaire devenait politiquement dangereux. Dans certains secteurs, la répression a produit des paradoxes opérationnels où les commandants se voyaient forcés de choisir entre obéir à des ordres irréalisables qui détruiraient leurs unités ou ordonner des actions rationnelles qui les exposeraient à un châtiment immédiat. Cette tension a paralysé la prise de décision à certains niveaux de commandement où les officiers attendaient jusqu'à la dernière minute avant de prendre des décisions critiques, craignant à la fois l'échec militaire et les conséquences politiques de la désobéissance. Le résultat a été un système de commandement dysfonctionnel où les considérations politiques dominaient fréquemment sur le jugement militaire professionnel. La portée géographique de la répression variait selon le secteur. Dans les zones proches de Berlin, où le contrôle du régime était plus fort, les mécanismes de punition fonctionnaient avec plus d'efficacité. Dans des secteurs plus éloignés, où les communications avaient été rompues, certains commandants avaient plus de liberté opérationnelle, simplement parce que le régime manquait de capacité à les surveiller en permanence. Cependant, même dans ces secteurs, la menace d'une punition ultérieure persistait. Les officiers savaient que s'ils survivaient à la guerre, ils pourraient faire face à des enquêtes sur leurs décisions. L'intensité de la répression au cours des dernières semaines du Troisième Reich démontre que, bien que la structure militaire se désintégrait, la machine idéologique du régime maintenait une capacité significative de punir. La terreur intérieure n'a pas renforcé la résistance allemande, elle a accéléré l'effondrement en éliminant ou en intimidant des commandants compétents et en créant un environnement où des décisions rationnelles devenaient politiquement impossibles. Les généraux qui ont essayé de sauver leurs troupes faisaient face non seulement à la pression de l'ennemi, mais aussi à des menaces directes de leur propre régime. Cette double pression explique pourquoi relativement peu de commandants ont pris des décisions ouvertes pour réduire les pertes. Le coût personnel et familial de la punition était extrêmement élevé, et le régime a maintenu sa volonté d'imposer cette punition jusqu'au dernier jour de son existence. Après la guerre, procès, silence et mémoire. La reddition allemande du 8 mai 1945 n'a pas fermé l'histoire des généraux qui avaient tenté de sauver leurs troupes pendant les dernières semaines de la guerre. Le destin de chacun dépendait fondamentalement de deux facteurs: qui les a capturés et quel intérêt avaient-ils les Alliés à utiliser leurs connaissances ou à punir leur participation au conflit. Ce chapitre examine exclusivement ce qui est arrivé à ces commandants après la guerre, comment ils ont été traités par les puissances occupantes et comment leur mémoire a été construite, reconstruite et réinterprétée au cours des décennies suivantes. La division de l'Allemagne en zone d'occupation a déterminé le destin immédiat de milliers d'officiers allemands. Ceux capturés par les États-Unis ou les Britanniques ont généralement été confrontés à des processus de dénazification, des interrogatoires militaires et des périodes de détention relativement brèves. Ceux capturés par les Soviétiques ont fait face à des années de captivité, de travaux forcés et à des conditions extrêmement dures. Cette différence fondamentale explique pourquoi tant d'officiers ont fait des efforts désespérés pour atteindre les lignes occidentales avant la capitulation finale. Gotthard Heinrizi s'est rendu aux forces américaines en mai 1945. Sa capture a été relativement calme. Les forces américaines l'ont rapidement identifié comme un commandant de haut rang et l'ont transféré pour des interrogatoires. Au cours des mois suivants, Heinrizi a été interrogé de manière extensive dans le cadre des programmes de renseignement militaire américains
conçu pour comprendre le fonctionnement de l'armée allemande. Les interrogateurs américains étaient particulièrement intéressés par ses méthodes défensives et par son expérience face à des offensives soviétiques massives. Heinrici n'a pas été accusé de crimes de guerre. Sa réputation en tant que commandant professionnel axé sur les opérations défensives a joué en sa faveur. Il a été libéré en 1947 et a passé les décennies suivantes à vivre discrètement en Allemagne de l'Ouest, écrivant occasionnellement sur des tactiques défensives tout en évitant les controverses publiques. Son nom est apparu dans des études militaires ultérieures comme exemple de commandant techniquement compétent qui a tenté d'appliquer des principes professionnels dans des conditions impossibles. Walter Benck a également capitulé devant des forces américaines avec des éléments de son 12e armée. Sa jeunesse et son rôle dans les opérations finales autour de Berlin en ont fait un sujet d'intérêt pour les interrogateurs militaires. Benck a été détenu pendant environ 2 ans, période durant laquelle il a participé à des études connues sous le nom d'études militaires étrangères, programme de l'armée américaine qui rassemblait des témoignages et des analyses opérationnelles d'officiers allemands. Son témoignage sur les opérations finales, en particulier sur le couloir de Halb, a été documenté en détail. Benck a été libéré en 1947 et a ensuite travaillé comme consultant industriel. Pendant la guerre froide, sa figure a été occasionnellement citée dans les cercles militaires occidentaux comme exemple de jeunes commandants qui avaient maintenu la discipline opérationnelle dans des conditions de effondrement total. L'historiographie allemande d'après-guerre l'a fréquemment présenté comme l'un des généraux qui avait priorisé la sauvegarde des vies dans les derniers jours du Reich. Le destin de Theodor Buss fut radicalement différent. Capturé par des forces soviétiques après l'effondrement du siège de Halb, Buss fut transféré dans des camps de prisonniers sur le territoire soviétique. Les soviétiques le considéraient responsable d'opérations militaires ayant causé des destructions significatives pendant la guerre. Et sa position de commandant d'armée en faisait un prisonnier de grande valeur. Buss passa plus de 10 ans en captivité soviétique, soumis à des interrogatoires répétés et utilisé comme source d'informations sur la structure de commandement allemande. Les conditions dans les camps soviétiques étaient extrêmement dures, avec une forte mortalité parmi les prisonniers en raison de malnutrition, de maladies et de travaux forcés. Buss survécut et fut finalement libéré en 1955 dans le cadre des négociations entre l'Union soviétique et la République fédérale d'Allemagne pour le retour des prisonniers de guerre allemands. Sa libération eut lieu 10 ans après la fin de la guerre, période durant laquelle des milliers d'autres prisonniers allemands étaient morts en captivité. Après son retour, Buss vécut discrètement et parla rarement publiquement de ses expériences. Hasso von Manteuffel a été capturé par des forces britanniques en mai 1945. Il a d'abord été détenu en tant que prisonnier de guerre de haut rang, mais a ensuite été jugé en Allemagne de l'Ouest pour un incident survenu pendant la guerre, impliquant l'exécution d'un soldat accusé de désertion. Le procès reflétait les efforts d'après-guerre pour établir la responsabilité individuelle pour des actions spécifiques, en séparant les décisions opérationnelles des crimes éventuels. Manteuffel a été condamné initialement, mais la peine a été réduite et il a ensuite été libéré. Dans les décennies suivantes, Manteuffel a participé activement à la politique de l'Allemagne de l'Ouest, étant élu au Bundestag où il a contribué au débat sur la défense et la politique de sécurité. Sa réputation en tant que commandant tactiquement compétent est restée intacte et ses mémoires et interviews ont été utilisés dans des études militaires. L'historiographie l'a présenté comme un exemple d'officier professionnel qui avait maintenu un jugement tactique indépendant, même sous une pression politique extrême. Erhard Rauss a également capitulé devant les forces américaines et est rapidement devenu une figure clé des programmes d'analyse militaire. Sa réputation en tant qu'auteur d'études tactiques détaillées le rendait particulièrement précieux pour l'armée américaine qui cherchait à comprendre les techniques de défense et de retrait appliquées par la Wehrmacht. Rauss a participé de manière extensive aux études militaires étrangères, produisant des documents techniques sur les opérations défensives qui ont ensuite été utilisés dans les académies militaires occidentales. Il n'a pas été accusé de crimes de guerre et a été libéré relativement tôt. Ses écrits sont devenus des textes de référence durant la guerre froide, étudiés par des officiers de l'OTAN intéressés à comprendre comment des forces numériquement inférieures pouvaient mener des défenses efficaces contre des ennemis supérieurs. La mémoire de Rauss
s'est consolidée comme celle d'un technicien militaire dont les connaissances opérationnelles avaient une valeur au-delà des circonstances politiques dans lesquelles il avait servi. Otto Lach a affronté l'un des destins les plus difficiles. Après avoir capitulé à Königsberg, il a été capturé par des forces soviétiques qui le considéraient comme responsable à la fois de la défense prolongée de la ville et de sa capitulation finale. Les soviétiques ont maintenu Lach en captivité pendant une décennie entière. Il a été interrogé à plusieurs reprises sur les opérations en Prusse orientale et utilisé comme source d'information sur la défense des forteresses. Les conditions de son internement étaient extrêmement dures et Lach a survécu à des maladies et à la malnutrition qui ont tué de nombreux autres prisonniers. Il a finalement été libéré en 1955 avec d'autres prisonniers allemands dans le cadre de l'accord diplomatique entre l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Ouest. Après son retour, il a écrit des mémoires sur la défense et la chute de Königsberg, où il décrivait à la fois la pression du régime nazi pour résister jusqu'à la destruction totale et les conséquences de sa décision de capituler la ville. Sa figure est restée comme un exemple de commandant pris entre des ordres politiques irrationnels et sa responsabilité envers sa garnison et la population civile. Karl Wolff a connu un destin particulièrement complexe. Sa participation aux négociations de capitulation en Italie lui a permis d'éviter un procès immédiat après la guerre. Les Américains l'ont utilisé comme source d'information sur la structure interne des SS et l'administration militaire allemande en Italie. Cependant, son passé au sein des SS le liait directement à des politiques criminelles du régime. Pendant les premières années de l'après-guerre, Wolff a évité des poursuites majeures grâce à sa coopération avec les alliés occidentaux. Dans les années 60, il a finalement été jugé en Allemagne de l'Ouest pour des crimes commis pendant son service dans les SS. Le procès a abouti à une condamnation et à une peine de prison, reflétant le processus plus large de justice tardive où des figures ayant évité des responsabilités immédiates faisaient finalement face à des conséquences juridiques. L'affaire de Wolff illustre la complexité morale d'évaluer des actions finales destinées à réduire les pertes lorsque le coupable avait une participation antérieure à des crimes systématiques. L'interprétation alliée de ces généraux variait significativement selon la puissance occupante. Pour les Américains et les Britanniques, bon nombre de ces officiers représentaient des sources précieuses d'informations militaires dans le contexte émergent de la guerre froide. L'intérêt occidental à comprendre des tactiques défensives contre des forces soviétiques supérieures a fait que des commandants comme Heinrici, Ross et Wenck étaient perçus comme des ressources techniques plutôt que comme des ennemis à punir. Cette attitude pragmatique a facilité des libérations précoces et l'utilisation de leurs connaissances dans la planification de la défense de l'Europe occidentale contre une éventuelle agression soviétique. Pour les soviétiques, l'interprétation était fondamentalement différente. Des commandants qui avaient servi sur le front oriental étaient considérés comme responsables de la destruction massive causée sur le territoire soviétique. La politique soviétique ne faisait pas de distinction entre ceux qui avaient tenté de limiter les pertes à la fin de la guerre et ceux qui avaient combattu sans considérations humanitaires. Tous étaient considérés comme des criminels de guerre responsables collectivement de l'invasion 1941 et de ses conséquences. Cette politique a entraîné des internements prolongés qui s'étendaient fréquemment sur une décennie complète après la fin des hostilités. La construction historiographique de la mémoire de ces généraux a évolué significativement au cours des décennies suivant la guerre. Dans l'Allemagne de l'Ouest des années 50 et 60, il existait une tendance à séparer la Wehrmacht professionnelle du nazisme politique, présentant des officiers comme Heinrici, Wenck et Manteuffel comme des militaires ayant servi leur pays sans nécessairement s'engager avec l'idéologie du régime. Cette narration a été progressivement remise en question depuis les années 70, lorsque des recherches historiques ont commencé à documenter la participation institutionnelle de la Wehrmacht aux crimes de guerre et aux politiques d'extermination. Le débat sur la mesure dans laquelle la Wehrmacht était une institution professionnelle séparée du nazisme ou un instrument actif du régime se poursuit encore aujourd'hui. En ce qui concerne spécifiquement les actions de ces généraux en 1945 pour sauver des troupes, l'historiographie contemporaine tend à interpréter ces décisions comme une combinaison de professionnalisme militaire, de pragmatisme face à la défaite inévitable et
dans certains cas, de considérations humanitaires limitées. Les analyses académiques reconnaissent que ces actions ont réduit les pertes inutiles à la fin de la guerre, mais contextualisent également ces décisions dans le cadre des carrières plus larges d'officiers qui avaient servi pendant des années dans une armée qui mettait en œuvre des politiques criminelles. L'évaluation historique a tendance à s'éloigner des récits simplifiés qui présentent ces officiers comme des héros ou des méchants absolus, reconnaissant plutôt la complexité morale de leur situation. La mémoire populaire a également contribué à façonner les perceptions, dans des livres, des documentaires et des entretiens produits pendant les décennies d'après-guerre. Des figures comme Wenck ont souvent été présentées comme des commandants ayant évité des désastres encore plus grands dans les derniers jours du Reich. Heinrici a été dépeint comme un technicien brillant dont les connaissances défensives se sont confrontées à l'irrationalité politique. Lach est apparu comme une figure tragique prise entre des systèmes oppressifs. Ces représentations reflètent à la fois un intérêt légitime pour comprendre des décisions complexes et des tendances à construire des récits permettant la réconciliation avec le passé allemand. La réinterprétation pendant la guerre froide a ajouté une autre couche de complexité. Le conflit entre l'Occident et l'Union soviétique a conduit à ce que les expériences militaires allemandes contre l'armée rouge soient intensément étudiées par les forces de l'OTAN. Dans ce contexte, des commandants ayant fait face à des offensives soviétiques sont devenus des sources de connaissances stratégiquement précieuses. Cette utilité a contribué à une certaine réhabilitation de leur réputation en Occident, bien que cela ait simultanément généré des critiques sur le degré auquel les considérations de la guerre froide déformaient les évaluations historiques objectives. En conclusion, le destin des généraux qui ont tenté de sauver leurs troupes en 1945 a varié de manière dramatique selon qui les a capturés et comment ils ont été évalués politiquement et militairement dans l'après-guerre. Certains ont connu des libérations relativement précoces et une réintégration dans la société. D'autres ont souffert d'années de captivité extrêmement dure. Leur mémoire a été construite et reconstruite à plusieurs reprises en fonction des contextes politiques changeants, des besoins stratégiques de la guerre froide et de l'évolution de la compréhension historiographique sur la Wehrmacht et le Troisième Reich. Ce chapitre final démontre que le sens de leurs actions en 1945 a continué à être négocié pendant des décennies après la fin de la guerre, reflétant à la fois les complexités morales de l'évaluation de la conduite sous des conditions extrêmes et les manières dont les mémoires de guerre sont façonnées par les besoins politiques et culturels des sociétés d'après-guerre. L'histoire des généraux qui ont essayé de sauver leurs troupes en 1945 révèle une tension fondamentale entre le professionnalisme militaire et la loyauté politique qui définit beaucoup des moments les plus critiques de la Seconde Guerre mondiale. Ces commandants n'étaient pas des héros moraux ni des opposants idéologiques du régime nazi. Pour la plupart, ils avaient servi pendant des années dans une armée qui mettait en œuvre des politiques criminelles et avaient participé à une guerre d'agression et d'extermination. Cependant, dans les dernières semaines du conflit, leur formation professionnelle les a conduits à des conclusions qui contredisaient les exigences politiques du régime. La guerre était perdue et sacrifier des milliers de vies supplémentaires ne changerait pas le résultat final. Ces actions illustrent les limites de l'obéissance lorsque les ordres manquent complètement de rationalité militaire. Heinrici, Wenck, Buss, Manteuffel, Ross et d'autres ont été confrontés au dilemme de choisir entre détruire complètement leurs forces en obéissant à des ordres suicidaires ou préserver des vies par des actions qui les exposaient à une punition immédiate. Que certains aient choisi la préservation des vies ne les absout pas de leur participation antérieure au conflit, mais cela prouve que même au sein de structures totalitaires, il existait des espaces où le jugement professionnel pouvait brièvement primer sur l'idéologie.